bienvenue dans ce nouveau numéro de Quelle école. Je reçois aujourd'hui Baptiste Milondo, professeur permanent en économie à l'école 3A, École supérieure de commerce et développement, ainsi qu'Alexandre Darcas, responsable recrutement et parcours de l'ONG Première Urgence Internationale, et Léna Gettner, cofondatrice et directrice de l'incubateur d'entreprises sociales Ronalpia, tous deux anciens de l'école 3A. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. La génération Y, les jeunes âgés entre 20 et 30 ans, ont des attentes professionnelles différentes de leurs aînés. Les nouveaux actifs veulent s'amuser, progresser rapidement et encore et surtout sauver le monde. En regard de ces nouvelles aspirations, l'ESS, l'économie sociale et solidaire, gagne de plus en plus de terrain. D'après les chiffres du gouvernement, l'ESS représente aujourd'hui 10% du PIB et près de 12,7% des emplois privés en France. Alors Baptiste Milondo, je me tourne d'abord vers vous. Que met-on derrière finalement cet acronyme ESS ? Alors c'est très très vague, on pourrait en parler des heures. Du coup, pour répondre de manière schématique, synthétique, je dirais qu'il y a deux questions. Il y a une question de forme et une question de fond. Sur la question de forme, en gros, ça renvoie à des statuts juridiques précis, donc fondation, mutuelle, association coopérative. Donc moi, je m'intéresse surtout aux associations coopératives. Sur la question de fond, c'est la question essentielle des valeurs. Donc en gros, c'est une économie démocratique, donc avec une gestion démocratique, une personne, une voix. Une économie au service de l'homme aussi, alors c'est souvent une formule qu'on utilise. La question de la finalité de l'activité. En gros, c'est super flou, mais en gros l'idée, c'est économie au service de l'homme, ça veut dire une économie qui n'est pas au service du profit. Donc concrètement, lucrativité limitée, ça veut dire qu'on va rechercher une activité qui ait une finalité en soi, qui a un sens. Ce qui fait que dans le champ de l'ESS, pour rebondir sur ce que vous disiez en introduction, dans le champ de l'ESS, c'est plus difficile de trouver un gagne-pain, simplement un gagne-pain. C'est plus difficile de trouver un job à la con, par exemple, comme on parle souvent en ce moment. C'est plus facile de trouver une activité qui a un sens. En gros, on sait pourquoi on se lève le matin. Autre élément, dans le champ de l'ESS, on remet en cause ce qu'on appelle à tort les lois de l'économie. Donc tout ce qui est loi du marché, par exemple, on peut s'en affranchir dans le champ de l'ESS. Quand vous parlez de commerce équitable, de circuits courts de distribution alimentaire, d'épicerie solidaire, clairement le prix n'est pas déterminé par la bête rencontre d'une offre et d'une demande. Donc c'est un critère éthique, un critère d'équité qui permet de déterminer le prix, par exemple. Donc voilà quelques éléments qui permettent de définir très brièvement l'ESS. Alors pourtant on parle d'économie sociale et solidaire, mais c'est une économie qui s'affranchit des lois de l'économie justement. Alors, autre exemple, les lois de la concurrence. Dans le champ de l'ESS, les lois de la concurrence ne sont pas une priorité. Ce qu'on essaye de promouvoir, au contraire, c'est la coopération, une intelligence collective. Donc par exemple, il y a un principe simple qui fonde le mouvement coopératif, c'est pas de concurrence entre les coopératives. Donc on s'affranchit clairement des lois de l'économie. Alors, pour autant, ce secteur a besoin d'hommes et de femmes qui puissent bien porter tous ces projets. Est-ce que c'est justement là la vocation de l'école 3A ? Sa vocation sans doute, en tout cas c'est pour ça que j'enseigne à 3A. Donc moi j'enseigne l'économie sociale et solidaire, j'enseigne la gouvernance des structures de l'ESS. Mon objectif chaque année, c'est qu'il y ait de plus en plus d'étudiants, de jeunes qui s'engagent dans l'économie sociale et solidaire. Alors pour caricaturer un peu, pour schématiser, comment forme-t-on à créer justement des jeunes, à créer un monde meilleur ? Ouais, c'est vrai que du coup la devise de l'école c'est bâtisseur d'un monde meilleur, donc c'est sans doute un peu prétentieux, en tout cas au moins ambitieux. Comment est-ce qu'on les forme ? Alors déjà on a l'avantage d'avoir un public qui est plutôt réceptif. Moi j'ai enseigné dans plusieurs écoles dans le supérieur. Là encore aujourd'hui j'enseigne dans 3 écoles, dont 3A qui est mon employeur principal. Ce que je trouve à 3A, c'est pour ça que je continue à enseigner à 3A, c'est des étudiants, des jeunes qui veulent presque tous changer le monde. Et c'est assez remarquable par rapport aux autres écoles dans lesquelles j'ai pu enseigner. Tous les étudiants qui viennent, enfin une bonne partie des étudiants qui viennent, veulent changer le monde. Donc du coup, ils sont plutôt réceptifs à la base. Est-ce que seule la volonté suffit ? On va peut-être justement demander aux 2 anciens diplômés de l'école 3A. Léna, peut-être, je vais commencer par vous. Est-ce que déjà, justement, en effet, votre première motivation quand vous êtes rentré à l'école 3A, c'était justement créer un monde meilleur ? Complètement. J'avais 18 ans, j'étais en classe préparatoire. Mes parents voulaient que je fasse une école de commerce et moi, je voulais clairement sauver le monde. Et donc, l'école 3A était l'école parfaitement adaptée. C'était le bon compromis entre une école de commerce avec des outils de management très qualifiantes et vraiment la maîtrise de ces sujets-là. Et d'un autre côté, d'avoir des cours d'anthropologie, de géopolitique, de microfinance qui me permettaient de me retrouver dans ce dynamisme de changer le monde et en tout cas d'essayer de le changer, même si c'est utopiste et un peu trop ambitieux. Et est-ce que vous diriez que votre école a répondu à ces attentes ?
Complètement. Non seulement par les cours, donc j'ai eu tous les cours fondamentaux de management qui m'ont permis ensuite de monter mon entreprise, et en même temps d'être aux côtés de professeurs, d'étudiants, tout un écosystème sensible à ces sujets-là et qui s'activait et qui m'ont permis du coup d'éveiller mon esprit critique, d'être sur ces sujets-là et de maîtriser surtout les outils de l'économie sociale et solidaire, de l'humanitaire. Alors on va revenir sur votre activité, Ronalpia. Alexandre, je me retourne vers vous. Également, voilà, qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer à l'école 3A? Et puis, est-ce que vous en avez été satisfait? Quels ont été les points positifs qui vous ont aidé d'ailleurs aujourd'hui dans votre activité? Bon, ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas si je voulais changer le monde, mais je cherchais un métier qui soit en adéquation avec mes valeurs, avec mes choix politiques, avec ma vision du monde. Puisqu'on passe la plupart de sa journée, en tout cas son temps de cerveau disponible, à travailler, je cherchais quelque chose qui ait du sens. Pour moi, c'était important. On a un mode de vie qui n'est pas neutre, qu'on le défende ou non, on y participe, on a un impact qu'on peut toutefois essayer de réduire ou de compenser. On peut même essayer de changer l'impact de ce mode de vie, et c'est ce qui m'a motivé. J'étais en classe préparatoire aussi. J'ai formé le projet d'un voyage solidaire au Mali pendant cette classe prépa, et à la fin de ma canne, je me suis embarqué dans ce projet. C'était une désillusion décisive pour moi, puisque je me suis retrouvé dans le théâtre du monde à ne pouvoir rien faire avec aucune compétence et face en fait à mon incapacité. Ce voyage-là m'a fait décider à 20 ans, j'avais l'envie, j'avais l'énergie, qu'il fallait se former, et donc j'ai trouvé 3A. Alors, vous êtes aujourd'hui responsable recrutement et parcours de l'ONG Première Urgence Internationale. Expliquez-nous un peu votre quotidien et qu'est-ce qui fait qu'effectivement vous êtes dans une activité qui est conforme à vos valeurs et que vous faites vivre au quotidien. Je travaille au sein de l'ONG Première Urgence Internationale depuis 7 ans. C'est une ONG d'aide humanitaire internationale qui vient en appui à peu près 5 millions de personnes par an, réfugiés, déplacés, affectés par des crises, des conflits, pour laquelle on peut délivrer des services vitaux en santé, en eau, en sécurité alimentaire, réhabilitation d'infrastructures, relance économique. Moi, dans ce secteur-là, qu'est-ce que je fais? Mon travail au quotidien aujourd'hui en tant que responsable RH, c'est le management d'une équipe de 7 personnes qui recrutent, affectent et conseillent des expatriés sur le terrain. Mon activité en tant que telle, c'est d'organiser, de conseiller, d'appuyer la montée en compétences de mon équipe. C'est de définir avec la directrice des ressources humaines la politique RH de la structure, l'organisation des hommes et des femmes sur le terrain, le contenu des fiches de poste. C'est de recruter et d'accompagner les chefs de mission et les équipes d'urgence, comme on l'a fait dernièrement au Nigeria pour l'ouverture de notre mission. C'est de développer la capacité de formation interne de la structure, préparation départ, préparation par métier. C'est d'animer la communication dédiée aux ressources humaines par les réseaux sociaux, par exemple. C'est également la gestion des carrières et des évolutions internes de nos structures, de nos expatriés, à peu près 200 personnes en ce moment. Donc on voit bien que là, la finalité est effectivement, on va dire, objectif non lucratif. Mais dans le quotidien de l'exercice de votre métier, est-ce que finalement, c'est différent d'exercer ce métier de responsable de recrutement chez Première Urgence Internationale que chez un grand groupe de grande distribution, par exemple? Alors il y a des choses qui vont se ressembler évidemment, parce qu'on gère des projets, et que ce soit un projet RH ou un projet financier ou un projet opérationnel, il y a un cycle de projets, il y a une façon de cadrer les projets, de les mener, d'emmener les équipes, des techniques de management, des façons de compiler l'information, de la capitaliser. Après, le secteur est très spécifique effectivement, puisqu'il est lié à une activité internationale avec des besoins très particuliers sur le terrain et des ressources qu'on vient recruter qui ne sont pas les mêmes que celles du privé, même si les passerelles sont très nombreuses entre les technicités du privé et les compétences qu'on vient mobiliser sur nos missions internationales. Alors, Léna, vous êtes une entrepreneur ou entrepreneuse, je ne sais pas comment il faut le dire, au féminin, d'entreprise sociale. Est-ce que justement on vit ce rôle aussi de patron, quelque part, vous êtes une patronne, de manière différente lorsque on a fait l'école 3A? Je crois que oui. Je crois que clairement, on a des valeurs qui sont assez figées, assez fixes, sur lesquelles on ne transige pas. Et surtout, moi, mon métier, c'est de détecter, sélectionner et accompagner des jeunes entrepreneurs dans le champ de l'économie sociale et solidaire, donc de l'entrepreneuriat social. Donc clairement, j'ai un luxe fou puisque je vois passer toute la journée des entrepreneurs qui veulent œuvrer avec ces valeurs, répondre à des besoins de société, et donc qui sont de fervents optimistes pragmatiques, qui se disent qu'aujourd'hui, si on veut changer les choses, il faut être dans une position d'entrepreneuriat
et créer des entreprises qui apportent des solutions aux grands enjeux de notre société. Donc tous ces jeunes patrons qui sont en train de naître en ce moment en France sont des patrons différents pour qui l'argent est un outil au service de l'intérêt général et non pas une finalité. Et peut-on faire carrière pour autant en étant solidaire? Alors par carrière, j'entends pour vous, par exemple, développer votre entreprise, qu'elle grandisse de plus en plus. Vous, Alexandre, peut-être de prendre progressivement des postes à plus forte responsabilité. Est-ce que ça, c'est un objectif ou est-ce que c'est compatible effectivement avec la solidarité ou non? C'est un secteur d'emploi, il y a beaucoup de besoins, il y en a peut-être même de plus en plus. En tout cas, il y a un éveil des consciences, du coup les initiatives se multiplient. Donc c'est un secteur dans lequel on peut trouver de nombreuses opportunités. Et puis c'est un secteur qui s'est beaucoup professionnalisé également. Dans l'humanitaire par exemple, le salariat c'est devenu la norme, et c'est tout à fait logique puisque les compétences qu'on vient chercher sont très précises. Et à ce compte-là, il est tout à fait facile d'évoluer puisque les entreprises ou les associations, les structures, les collectivités développent des dispositifs d'évolution verticale, horizontale, transversale, qui permettent aux gens d'évoluer. Je suis chez Première Urgence Internationale depuis 2009, donc ça fait 7 ans, et j'ai tenu 5 postes différents dans cette structure. Léna? Moi, de mon côté, ça fait 3 ans que j'ai fondé Rhône-Alpia. J'étais seule. Aujourd'hui, on est une équipe de 3 personnes. On crée 4 antennes sur le territoire de Rhône-Alpes, avec une croissance de 50% chaque année. Donc, je pense que oui, on peut clairement faire carrière dans l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup. Baptiste, vous aurez les mots de la fin. Et voilà, si les étudiants qui nous ont écoutés ont envie d'intégrer l'école 3A, comment fait-on? Alors le plus simple déjà, c'est passer un coup de fil et puis aller voir sur le site. Mais du coup, pour y répondre brièvement, il faut passer un concours. Donc il y a des concours qui sont organisés presque toute l'année, de décembre à juillet, qui permettent d'intégrer l'école en première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième année, dans toutes les filières qui sont proposées. C'est un concours avec une épreuve d'économie, une épreuve de culture générale, une épreuve de logique parfois, un entretien de motivation, des épreuves de langue. Et donc du coup, ça permet d'intégrer l'école, alors soit au niveau du bachelor, soit au niveau du bac plus 5. Avec la possibilité de faire l'école aussi en alternance à partir de la 3e année, à partir du bac plus 3. Et donc voilà, en gros, pour les principales infos. Après, encore, le plus simple, c'est de nous passer un coup de fil. Il y a une équipe très bien qui permet de répondre à toutes les questions. Eh bien, vous savez ce qui vous attend. Merci beaucoup à vous 3. Merci beaucoup. Merci.